Mon père a accepté de me vendre à son usurier pour effacer sa dette. Ma tante m'a dit qu'elle m'aiderait à m'échapper, jusqu'à ce que j'entende l'appel téléphonique. C'était la veille du mariage prévu. Le jour de mes 17 ans, mon père m'a dit que j'avais exactement un mois pour épouser son usurier, Olaf Snekloff, ou bien il le laisserait récupérer la dette d'une autre manière. Mon père avait toujours été un joueur, mais je pensais qu'il savait ce qu'il faisait. Apparemment non, puisqu'il devait 300 000 $ à Olaf, et les intérêts augmentaient chaque jour. Olaf est prêt à tout effacer si tu l'épouses, m'a dit mon père. Il a été très patient avec nous. Ce nom m'a tout de suite rappelé quelque chose. J'avais rencontré Olaf une fois, quand j'avais 14 ans. Il était venu chez nous pour ce que mon père appelait un dîner d'affaires. Très musclé, les dents jaunes à force de fumer, très russe. Et chaque fois qu'il pensait que je ne regardais pas, je sentais son regard glisser sur tout mon corps. Il m'avait posé des questions sur mes projets pour le lycée, sur si je fréquentais quelqu'un. Mon père avait ri nerveusement et changé de sujet. 3 ans plus tard, tout s'éclairait. Le contrat de mariage avait déjà été rédigé. Je devais vivre avec Olaf, avoir ses enfants dans les 2 ans. Pendant que mon père parlait, je pensais à ce que je pourrais dire à la police. C'est là qu'il s'est mis à rire. Je sais ce que tu penses. Olaf a des contacts partout. N'essaie même pas d'alerter les autorités ou tu rendras les choses encore plus dures pour toi. Le plus effrayant, ce n'était même pas sa colère. C'était son calme alors qu'il planifiait de me vendre. Il a ensuite pris mon téléphone et l'a fracassé contre le mur avant d'aller se coucher. À 3 heures du matin, j'ai essayé de fuir, mais la voiture ne démarrait pas. Le premier signe de civilisation était à 13 km. Mais quand on a 17 ans, pas de téléphone, et personne pour venir vous sauver, 13 km, c'est comme 100. Le lendemain matin, je me suis réveillé et j'ai découvert que mon père avait installé des verrous à l'extérieur de ma porte. Juste une précaution, a-t-il dit en sirotant son café, comme s'il n'avait pas transformé ma chambre en cellule. Je n'avais qu'un seul visiteur, Olaf. Au début, il se montrait vaguement supportable, m'appelant sans cesse, sa future épouse, me touchant seulement l'épaule ou la main. Mais plus je paraissais mal à l'aise, plus il en faisait, et bientôt, sa main restait collée à l'intérieur de ma cuisse chaque fois qu'on s'asseyait ensemble, ses doigts appuyant plus fort pendant qu'il parlait du nombre d'enfants que nous aurions. Parfois je jetais un œil à mon père, mais son expression restait la même, un hochement de tête approbateur, avec un petit sourire. Mais le pire était encore à venir. Mon père et Olaf étaient assis à la table de la cuisine quand mon père est allé vérifier quelque chose. Olaf m'a appelé, mais j'ai fait semblant d'être trop concentré sur la cuisine pour l'entendre. Quand sa voix est devenue menaçante, j'ai soupiré et je me suis approché. Et, a-t-il murmuré, l'odeur de whisky et de cigarette me montant au nez. Il m'a tiré sur ses genoux au moment même où mon père est entré. « Comment vont mes 2 tourtereaux » a-t-il lancé joyeusement avant d'aller vérifier les pâtes au four. Olaf a chuchoté de nouveau, « Une jolie fille comme toi, elle aime ça par derrière ?» Là, j'ai craqué. J'ai couru dans ma chambre en larmes. Personne n'est venu me voir pendant 10 minutes, jusqu'à ce que j'entende la porte d'entrée claquer et que mon père entre enfin. « Papa, je peux pas faire ça. Tu devrais avoir honte. » Il m'a interrompu. « Olaf nous rend un immense service, et toi, tu gâches tout. » Je l'ai fixé, incrédule. « Papa, s'il te plaît. Je travaillerai 3 jobs. Je ne dormirai plus. Je mangerai un repas par jour. Tout ce qu'il faudra pour rembourser la dette. Mais pas le mariage. Non. Ma décision est finale, a-t-il dit, avant de claquer la porte et de la verrouiller de l'extérieur. À partir de là, j'ai arrêté de manger, de dormir, de me laver. Tout semblait inutile. Ma tête était remplie du désir que mon père fasse une crise cardiaque et meure. Puis je me sentais coupable de penser ça. Et ensuite, en colère d'avoir ressenti cette culpabilité. C'était trop. Et à 3 semaines du mariage forcé, tante Rachel est arrivée. C'était la petite sœur de mon père. Elle était partie il y a des années après une histoire de famille que je n'avais jamais comprise. Ce soir-là, elle m'a coincé dans la cuisine. « Je sais ce qui se passe », a-t-elle murmuré. « Je suis passé par là. Papa a essayé de me vendre aussi quand j'avais ton âge. » Mon cœur a failli s'arrêter. Quelqu'un comprenait enfin. Tante Rachel m'a dit qu'elle avait suivi la situation via nos cousins, et qu'elle ne pouvait plus rester à l'écart. Elle avait un plan pour me faire sortir. J'étais terrifié à l'idée d'être attrapé, mais encore plus terrifié de ce qui m'arriverait si je ne fuyais pas. Tante Rachel était tout ce dont j'avais besoin. Elle me glissait de la nourriture en douce quand papa surveillait mes repas, et créait des distractions pour que je puisse respirer un peu seul. La veille de notre évasion, je n'arrivais pas à dormir. Je suis descendu pour boire de l'eau et j'ai entendu tante Rachel au téléphone dans la chambre d'amis. Oui, Olaf. Elle me fait totalement confiance. Elle montera dans la voiture sans problème demain. J'ai collé mon oreille contre la porte. Elle a continué, papa m'a promis ma part du fonds en fiducie. N'est-ce pas? 50 000, comme on a dit. Mes jambes ont failli me lâcher. Le verre m'a glissé des mains, mais je l'ai rattrapé avant qu'il ne se brise. Tante Rachel était de mèche avec eux depuis le début.
Le sauvetage était un piège. L'espoir, un mensonge. Et demain, au lieu de la liberté, j'allais être livré à Olaf. J'étais vraiment seul. Je me suis éloigné de la porte, pieds nus sur le plancher en bois, glacé, qui faisait frissonner mes jambes. Mes mains tremblaient tellement que j'ai dû poser le verre sur la table du couloir. Je regardais l'eau frémir à cause de mes tremblements. La table ancienne, une des pièces préférées de maman, semblait se moquer de moi par sa stabilité. Penser. Il fallait que je pense. Je suis remonté, l'esprit en ébullition entre les possibilités et les impasses. Chaque marche grinçait, mais je connaissais celle à éviter. Tante Rachel parlait encore, sa voix faussement chaleureuse traversait les murs, planifiant la fausse fuite de demain. Je l'entendais marcher, les lattes du plancher grinçant sous ses pas. J'ai verrouillé ma porte de l'intérieur. Le petit clic semblait dérisoire, mais nécessaire. Même si ça ne servait à rien avec les verrous extérieurs. Le métal était froid sous mes doigts, comme pour me rappeler ma prison. Je me suis assise sur mon lit. Le vieux kilt cousu par maman n'apportait aucun réconfort. J'essayais de digérer ce que je venais d'apprendre, le fond en fiducie, bien sûr. L'assurance vie de maman était importante, mais papa avait toujours dit que c'était bloqué par la paperasse. Maintenant, je savais pourquoi. Il s'en servait comme appât, mon héritage comme une carotte pour le plus offrant. J'ai saisi le téléphone à carte que tante Rachel m'avait donné. Son plastique bon marché semblait fragile dans mes mains. L'ironie me frappait. L'outil de mon salut s'était révélé être une autre chaîne. J'ai parcouru ces textos. La plupart étaient pour moi, jouant le rôle de la tante inquiète à la perfection. Tu tiens le coup, ma chérie. Je suis là pour toi, etc. Mais il y avait un numéro auquel elle avait envoyé beaucoup de messages. Les messages avaient été supprimés, mais le numéro restait dans les contacts récents. Une trace numérique qu'elle avait oublié d'effacer. J'ai attendu d'entendre sa porte se fermer, le bruit résonnant dans le couloir, puis j'ai composé le numéro depuis ma chambre. Mon cœur battait fort. Une sonnerie. 2. Puis une voix familière a répondu. Rachel est en retard. Ça a intérêt à être important. L'accent était épais, impatient. Olaf. Mon estomac s'est noué. J'ai raccroché immédiatement, mon doigt tremblant sur le bouton de fin d'appel, le cœur au bord des lèvres, l'acide me remontant dans la gorge. Depuis combien de temps il planifiait tout ça? Est-ce qu'un seul mot de tante Rachel était vrai? L'histoire de son propre mariage arrangé, sa confession en larmes disant qu'elle comprenait ma douleur, était-ce réel, ou juste une autre manipulation destinée à me faire baisser ma garde? J'ai passé le reste de la nuit à essayer de réfléchir. Dormir était impensable. La lune projetait des ombres à travers la fenêtre grillagée, dessinant sur le sol des motifs qui ressemblaient à des rayures de prison. Si tante Rachel croyait que je lui faisais confiance, j'allais m'en servir. Je ferais semblant d'adhérer à son plan d'évasion, je la laisserais penser que j'étais la petite idiote naïve qu'elle imaginait. Mais d'abord, il me fallait des preuves. Quelque chose de concret, qui pourrait m'aider plus tard, quelque chose qu'on ne pourrait pas nier ou justifier. Le matin arriva trop vite. Tante Rachel frappa à ma porte tôt, un coup sec, professionnel. Mon père ouvrit la porte de l'extérieur, les verrous cliquetant les uns après les autres, et elle entra avec un plateau de petit déjeuner et un sourire chaleureux qui me donna la nausée. Elle s'était maquillée soigneusement, jouant à la tante attentionnée jusqu'au bout. Grande journée aujourd'hui, dit-elle en posant le plateau sur mon bureau avec aisance. L'odeur des œufs et du pain grillé me souleva le cœur. Tu es nerveuse? Je me forçais à hocher la tête, à paraître reconnaissante, mobilisant tout ce que j'avais appris en théâtre scolaire. Merci pour tout. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Elle me serra dans ses bras. Son parfum sucré et écœurant me donna envie de vomir, et je dus me forcer à ne pas me dégager. Ses bras me paraissaient être des serpents qui s'enroulaient autour de moi. La famille veille sur la famille. Allez, mange. Tu auras besoin de force. Une fois seul, je picorais à peine les œufs et le pain, chaque bouchée me donnant l'impression de mâcher de la sueur. Il fallait que je trouve un moyen d'entrer dans sa chambre, de fouiller son téléphone. Mais comment? Papa surveillait constamment, et tante Rachel gardait son téléphone près d'elle en permanence. L'occasion se présenta après le déjeuner. Tante Rachel était sous la douche, l'eau coulant assez fort pour couvrir mes bruits. Mon père était au téléphone, probablement avec Olaf, discutant de logistique. Sa voix s'élevait depuis son bureau, parlant d'itinéraire et d'horaire. Je me glissai dans la chambre d'amis et trouvai son téléphone posé sur la table de nuit, branché à son chargeur. Pas de mot de passe. Imprudente, ou simplement trop sûre d'elle et de son emprise sur moi. Je me précipitai dans sa galerie photo et commençai à prendre des clichés avec mon téléphone jetable. Mes mains tremblaient alors que je tentais de tout capturer rapidement. Des échanges de messages avec Olaf sur ma valeur et mon état, des virements bancaires de la part de mon père, plusieurs paiements dont le total dépassait tout ce que j'aurais pu imaginer, une photo des documents du fonds d'assurance avec des montants entourés en rouge. Les 50 000 $ étaient bien sa part. Mais il y avait plus. Apparemment, elle aussi avait des dettes. Des dettes de jeu comme papa,
envers des gens avec des noms russes que je ne pouvais même pas prononcer. La pomme ne tombe jamais loin de l'arbre, comme on dit. Capture d'écran après capture d'écran, je construisais mon dossier. Tu as trouvé ce que tu cherchais? Je me retournai brusquement, le cœur s'arrêtant net. Tante Rachel était dans l'encadrement de la porte, enveloppée dans une serviette, ses cheveux encore dégoulinant laissant des traces d'eau sur le plancher en bois. Son visage était calme, presque amusé. Je faisais juste. Épargne-moi ça, dit-elle en entrant lentement, refermant la porte derrière elle avec une lenteur volontaire. Tu m'as entendu au téléphone hier soir, pas vrai? Inutile de mentir. Je hochai la tête, le menton levé en signe de défi. Elle soupira, s'assit sur le lit, réajustant sa serviette avec nonchalance. Tu ne comprends pas toute l'histoire. Ton père et moi ne sommes pas de mauvaises personnes. On est juste désespérés. Les gens à qui on doit, ils n'acceptent ni les délais, ni les excuses. Et Olaf, il n'est pas aussi terrible que tu crois. Il prendra soin de toi. Il a 43 ans, dis-je, ma voix plus assurée que je ne l'étais vraiment, et il veut m'utiliser comme machine à reproduire. Il a dit à papa qu'il voulait au moins 4 enfants. Beaucoup de femmes ont épousé des hommes plus âgés et ont été heureuses, répondit-elle, comme si on parlait de la météo au lieu de ma vie. Tu auras une belle maison, de l'argent, la sécurité, des domestiques pour t'aider avec les enfants. C'est plus que ce que la plupart des gens ont. J'aurai une prison, ai-je corrigé. Une cage dorée reste une cage. Et ses enfants grandiront dans la même cage. Son visage se durcit, le masque de la tante bienveillante tombant définitivement. Peu importe ce que tu penses. Demain, tu monteras dans cette voiture avec moi. Et au lieu de la gare, on ira directement au domaine d'Olaf. Tu peux le faire volontairement, ou on peut faire ça à la dure. Et la manière forte, c'est quoi? Elle sourit, un rictus cruel, révélant des dents de prédatrice. Olaf a un ami médecin qui peut prescrire des petites pilules très utiles. Tu serais surprise de voir à quel point certaines personnes deviennent dociles avec le bon médicament. Une petite dose dans ton jus d'orange, et tu signeras le certificat de mariage avec le sourire. Mon sang se glaça. Il comptait me droguer, me transformer en marionnette. Maintenant, dit-elle en se levant et en marchant vers moi, donne-moi ce téléphone. La partie est terminée. Je le lui tendis, mais elle ignorait que j'avais déjà envoyé les photos à un autre numéro. Celui de l'ancienne adresse email de mon oncle Brian, que je me souvenais avoir vu sur les cartes d'anniversaire quand j'étais petite. C'était le frère aîné de papa, un assistant juridique qui vivait à 2 états de là. Nous n'avions pas parlé depuis des années, mais j'espérais qu'il consultait encore sa boîte. J'avais écrit un message désespéré. Oncle Brian, papa est en train de me vendre pour payer des dettes de jeu. Aide-moi, je t'en supplie. Preuve en pièces jointes. Bonne fille, dit tante Rachel, pleine de condescendance. Maintenant, va dans ta chambre. On part à 9h demain matin. Et ne tente rien de stupide cette nuit. Olaf a des hommes qui surveillent la maison. Ce soir-là, le dîner était tendu. La salle à manger paraissait plus petite avec Olaf, sa présence emplissant l'air comme un gaz toxique. Il était là, assis à côté de moi, sa main posée sur mon genou sous la table. Ses doigts étaient épais, possessifs, me serrant régulièrement pour me rappeler qu'il m'appartenait. Mon père et tante Rachel discutaient de souvenirs d'enfance comme si de rien n'était, comme s'ils ne planifiaient pas de me vendre le lendemain. Tu es bien silencieuse ce soir, petit oiseau, dit Olaf, serrant mon genou si fort que j'en eus mal. Son haleine sentait le vin et les cigares. Tu es excitée pour demain? Elle sait, dit tante Rachel avec désinvolture en découpant sa viande avec précision. Elle m'a entendu au téléphone. La fourchette de mon père tomba sur son assiette, le bruit sec brisant le silence soudain. Quoi? C'est bon, le rassura-t-elle en agitant son couteau. On a parlé. Elle comprend la situation maintenant. Pas vrai, Arya? La main d'Olaf se referma encore plus sur mon genou. Je mordis ma lèvre pour ne pas hurler. Ça change les choses. Peut-être qu'on devrait avancer la cérémonie. Ce soir même? Non, rétorqua tante Rachel fermement. On s'en tient au plan. Trop d'arrangements ont été faits. Elle n'ira nulle part ce soir. Elle me lança un regard froid. Pas vrai? Je secouai la tête, incapable de parler sans laisser échapper des sanglots. Après le dîner, ils ajoutèrent encore plus de verrous à ma porte. Je les entendis percer jusqu'après minuit, le bruit métallique de ma cage se renforçant, bois contre acier, scellant mon destin. Fini les pauses toilettes sans surveillance. Fini de faire semblant. Même les murs semblaient se refermer sur moi. J'étais allongé sur mon lit, fixant le plafond où, autrefois, maman et moi avions collé des étoiles phosphorescentes. La plupart étaient tombées au fil des années, ne laissant que quelques points pâles de lumière. Demain, il m'emmènerait au domaine d'Olaf. Le mariage aurait lieu que je le veuille ou non, à moins que l'oncle Brian ait reçu mon message, à moins qu'il me croie, à moins qu'il tienne assez à moi pour m'aider. Trop de à moins que. Trop de variables hors de mon contrôle. Le matin arriva trop vite. L'aube était grise et oppressante. Tante Rachel déverrouilla ma porte à 8h, déjà habillée et prête dans un blazer bleu marine qui la faisait paraître professionnelle.
Digne de confiance. Douche-toi et mets ça, dit-elle en me tendant une robe et une housse. Olaf veut que tu sois jolie pour le trajet. Je fis ce qu'on me disait, avançant mécaniquement. La douche était tiède, la pression d'eau faible. La robe était blanche, arrivant aux genoux, avec une dentelle délicate autour du col. Le genre de tenue qu'une mariée porterait pour un dîner de répétition. L'ironie ne m'échappa pas. On m'habillait pour mes propres funérailles. En bas, papa faisait les 100 pas dans la cuisine, ses pas créant une sorte de rythme nerveux. On devrait peut-être juste le faire ici, disait-il à Olaf. Le juge Morrison me doit un service. Pourquoi prendre le risque de faire la route? Parce que je veux que ce soit fait correctement, répondit Olaf, sa voix ne laissant place à aucune objection. Chez moi. Avec mes gens comme témoins. Officiel. Légal. Contraignant. Elle connaît le plan, insista mon père, se passant une main dans ses cheveux clairsemés. Et si elle tente quelque chose? Alors on s'en occupe, répondit simplement Olaf en vérifiant son téléphone. J'ai des hommes postés tout le long du trajet. Si elle s'échappe, elle ne va pas loin. Et si elle tente de demander de l'aide? Il laissa la menace planer. Mon estomac se serra. Même si j'arrivais à m'échapper de la voiture, il me retrouverait. Ce n'était plus seulement 3 personnes contre moi. C'était devenu une opération. Tante Rachel arriva avec du café et des toasts, jouant les hôtesses. Mange un peu. C'est un long trajet. Tu veux pas être malade en voiture. Je me forçais à avaler quelques bouchées, la gorge nouée. Les toasts étaient secs, égratignant mon palais. À travers la fenêtre de la cuisine, je vis la voiture de location de tante Rachel, une berline grise. Un véhicule ordinaire pour une mission monstrueuse. Personne ne soupçonnerait quoi que ce soit. Il est l'heure, annonça Olaf à 9 heures précises, en consultant sa montre. Il m'attrapa par le bras, ses doigts serrant fort, ajoutant une nouvelle échymose à celle de la veille. Tu montes avec Rachel. Je te suis derrière. S'il y a le moindre problème, si tu tentes de fuir ou d'appeler à l'aide, ça va très mal se passer. Compris? Je hochai la tête, sentant le poids de sa menace. Dis-le, exigea-t-il en me secouant légèrement. J'ai compris. Bonne fille. Il relâcha mon bras et embrassa mon front. Ses lèvres étaient humides, laissant une trace que je voulais effacer à coups de brosse. Je luttais pour ne pas vomir. Le trajet jusqu'à la voiture ressemblait à une marche funèbre. Chaque pas m'éloignait un peu plus d'un éventuel secours. Papa se tenait sur le perron, nous regardant partir. Pas d'au revoir. Pas d'excuses. Aucun signe du père qui me poussait autrefois sur les balançoires. Juste ce sourire satisfait, déjà en train de compter son argent. Tante Rachel mit le contact pendant que j'attachais ma ceinture. Le clic résonna comme une porte de prison. L'imposant SUV noir d'Olaf se plaça juste derrière nous. Je regardais la maison disparaître dans le rétroviseur, cet endroit où maman me lisait des histoires le soir, me demandant si je la reverrais un jour. 2 heures de route, dit tante Rachel en prenant la nationale. Ses mains étaient fermes sur le volant, assurées. On peut mettre un peu de musique si tu veux. Rendre ça agréable. Je ne répondis rien. Juste regarder défiler les rues familières de mon quartier. Le parc où maman m'emmenait, vide sous la lumière du matin. La bibliothèque où je passais mes après-midi à fuir dans d'autres mondes. Une vie que je laissais peut-être derrière moi pour toujours. 20 minutes plus tard, le téléphone de tante Rachel sonna. Elle répondit en Bluetooth. Les haut-parleurs grésillèrent. Ryan, dit-elle, visiblement surprise. Comment tu? Oui. Elle est avec moi. Quoi? Non. C'est absurde. Je l'emmène faire du shopping pour son mariage. Quel email? Mon cœur battait la chamade. L'oncle Brian avait reçu mon message. Il avait vraiment ouvert cette vieille boîte mail. Des photos? Je ne vois pas de quoi tu parles. Ses jointures blanchirent sur le volant. Son calme s'effritait. Brian, tu es parano. Les dettes de papa ne concernent que lui. Je suis juste là pour soutenir ma nièce dans une période difficile. Elle écouta un instant. Son visage devint livide. Tu as appelé qui? Brian, tu n'aurais pas dû faire ça. Tu comprends pas la situation. Ces gens-là ne plaisantent pas. Elle raccrocha aussitôt et appela Olaf. On a un problème. Brian est au courant. Il a appelé quelqu'un. Je sais pas qui. Peut-être la police. Peut-être le FBI. J'entendis Olaf jurer en russe à travers les haut-parleurs, un flot de mots inutiles à traduire. Comment il sait? Les yeux de tante Rachel croisèrent les miens dans le rétroviseur, remplis de rage. La petite garce lui a envoyé les photos. Des preuves. Des captures d'écran de tout. Vous êtes où? Route 47. Juste après le château d'eau. Arrête-toi à la station-service. On la transfère dans mon véhicule. Maintenant. Tante Rachel accéléra, la mâchoire crispée. Le compteur dépassa la limite autorisée. Espèce de petite idiote. Tu viens de rendre les choses bien pires pour toi. Tu pensais qu'Olaf était déjà un monstre? Tu n'as encore rien vu. Je vis la station-service approcher, ses enseignes brillantes promettant une normalité trompeuse. Mon esprit tournait à plein régime.
Une fois dans la voiture d'Olaf, mes chances de m'en sortir tomberaient à zéro. Je devais agir maintenant. Alors que tante Rachel ralentissait pour tourner dans la station-service, je débouclai ma ceinture, le clic résonna dans le silence tendu. N'y pense même pas, prévint-elle en tendant la main vers moi. Mais j'étais déjà en mouvement. Dès qu'elle s'arrêta, j'ouvris la portière et me mis à courir. L'asphalte était rugueux sous mes chaussures de cérémonie, mais je m'en fichais. Je l'entendais crier derrière moi, les portières du SUV d'Olaf claquaient, mais je ne me retournais pas. Je courus en direction du magasin de la station-service, priant pour qu'il y ait des témoins, de l'aide, n'importe quoi. Ma robe s'emmêlait autour de mes jambes, me ralentissant, mais Olaf était plus rapide que son gabarit ne le laissait croire. Il m'attrapa avant que je n'atteigne la porte, m'entourant la taille de ses bras et me soulevant du sol comme si je ne pesais rien. « Petite idiote » souffla-t-il à mon oreille, son haleine chaude et fétide. « Maintenant, tu m'as mis en colère. Tu vas apprendre le respect. » Il me traîna vers son SUV pendant que je me débattais, criant à en avoir la gorge en feu. Quelques personnes nous regardaient depuis les pompes à essence, mais personne n'intervint. Juste une dispute domestique de plus, pas leur problème. L'un d'eux détourna même volontairement le regard. C'est à ce moment-là que j'ai entendu les sirènes. Olaf s'immobilisa, son étreinte se desserrant légèrement. 2 voitures de police approchaient à toute vitesse, gyrophares rouges et bleus en action. Il me lâcha et courut vers son véhicule, criant à tante Rachel de bouger. Mais d'autres voitures de police surgirent de l'autre côté, les encerclant. Aucune échappatoire. Je m'effondrai sur l'asphalte, mes jambes tremblaient trop pour me porter. La surface rugueuse m'écorcha les paumes. Une policière s'approcha lentement, main visible, parlant d'une voix calme. « Tu es blessé ?» demanda-t-elle doucement. « On a reçu un appel pour un possible enlèvement en cours. Tu es Aria ?» Je me mis à pleurer, vraiment pleurer, alors que l'adrénaline retombait. Mon père m'a vendu pour payer ses dettes. Ils allaient me forcer à l'épouser. Les mots sortaient par saccades, entre mes sanglots. L'agente me conduisit jusqu'à sa voiture pendant que d'autres arrêtaient Olaf et tante Rachel. Ils ne se laissèrent pas faire. Olaf hurlait qu'il avait des avocats, des contacts, que nous allions tous le regretter. Tante Rachel répétait que c'était un malentendu, que j'étais une ado troublée qui inventait des histoires. Au commissariat, je racontais tout. Les dettes de jeu, les fiançailles forcées, les verrous sur ma porte. Une enquêtrice, une femme aux yeux doux et aux cheveux gris, m'écouta sans jugement. Je lui montrai les photos que j'avais prises du téléphone de tante Rachel. L'oncle Brian était déjà là, épuisé, accompagné d'une amie avocate. Il avait conduit toute la nuit. « J'ai reçu ton mail à minuit », dit-il en me serrant fort dans ses bras. Il sentait le café et la sécurité. « Je suis désolé. J'aurais dû vérifier comment tu allais après la mort de ta mère. Je savais que ton père avait des problèmes, mais jamais je n'aurais imaginé ça. » L'avocate, une femme nommée Sarah Chen, s'assit avec nous. Elle dégageait un calme rassurant. « Les preuves sont solides, complot pour mariage forcé, séquestration, tentative de traite d'êtres humains. Ils vont être condamnés pour longtemps. »« Et mon père ?» demandai-je. Un mandat a été émis pour son arrestation. On va le retrouver. Et ils l'ont retrouvé. 3 heures plus tard, alors qu'il tentait de fuir vers le Canada avec une valise pleine d'argent liquide. Apparemment, il volait Olaf depuis des mois, préparant sa propre fuite dès que je serais marié. La trahison allait encore plus loin que je ne l'avais imaginé. Les jours suivants furent flous, déposition, papier, audience. J'appris alors l'implication réelle de tante Rachel. Elle n'avait jamais échappé à un mariage forcé. C'était un mensonge total. Elle avait perdu son héritage dans le jeu en ligne, devait de l'argent à des gens dangereux. Quand elle avait appris la situation de mon père par des rumeurs familiales, elle y avait vu une opportunité. Me convaincre de lui faire confiance. Me livrer à Olaf. Toucher sa prime. Elle avait déjà fait ça auparavant, découvrir-il. Je n'étais pas sa première victime. Juste la première qui lui avait échappé. Le procès fut rapide. Olaf écopa de 15 ans pour tentative de traite et conspiration. Tante Rachel prit 10 ans pour sa participation. Mon père eut 12 ans, plus du temps supplémentaire pour les crimes financiers découverts durant l'enquête. Je vécus chez oncle Brian pendant le procès. Sa femme, Patricia, était gentille mais prudente avec moi, comme si j'allais me briser. Leurs enfants, mes cousins que je n'avais jamais rencontrés, ne savaient pas quoi penser de moi. J'étais, la fille de l'info, celle à l'histoire terrible. Tu peux rester aussi longtemps que tu veux, me dit l'oncle Brian. Jusqu'à la fac, ce que tu veux. Ici, c'est chez toi maintenant. Mais j'avais d'autres projets. Pendant l'enquête, ils découvrirent un détail intéressant. La police d'assurance vie de maman comportait une clause, si papa commettait un crime me causant du tort, l'argent me revenait directement. Tout l'argent. 300 000 $, plus les intérêts. J'en utilisais une partie pour terminer le lycée en programme accéléré. Le reste fut mis de côté pour l'université. J'ai décidé d'étudier le travail social, pour aider d'autres enfants coincés dans des situations impossibles. Le jour de mes 18 ans,
Je reçus une lettre de mon père, depuis la prison. Je ne l'ai pas ouverte. Je l'ai juste marquée, retour à l'expéditeur, et j'ai continué ma vie. Quelles que soient les excuses ou manipulations qu'elle contenait, je n'avais pas besoin de les entendre.